Silence on roule supporte l'Association des véhicules électriques du Québec, www.aveq.ca, la référence en électromobilité. L'épisode de cette semaine est une présentation du garage Arleco. Arleco, servir au-delà de la réparation. Hyundai performe mieux dans les voitures électriques que dans les voitures à essence. Lordstown Motors débutera la production de son camion Endurance. Et c'est maintenant Add Energy qui fournira les bornes de 100 kW du circuit électrique. Lotus revoit son plan de développement pour aller vers le tout électrique. Lorsque vous achèterez une Mustang Mach-E, vous aurez le droit à 250 kWh d'énergie gratuite. Chronique innovée, Philippe Calvé nous parle des roulottes électriques. Les réflexions branchées avec Claude Gauthier, on parle de la patience. En grande entrevue, nous avons Stéphane Loubert du circuit électrique qui nous parle de la nouvelle application mobile. Tout ça et bien plus encore dans la 82e de Silence on roule. Bonjour tout le monde, mon nom est Martin Archambault et c'est avec passion et plaisir que j'anime Silence on roule, le podcast dédié 100% aux voitures électriques. Silence on roule est également fier partenaire de l'Association des véhicules électriques du Québec. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon 2 semaines. De mon côté, deux semaines fort occupées. Je dis 2 semaines, mais en même temps, il y a des hors-séries qui sont produits là, depuis quelque temps en intervalle entre les épisodes officiels. Beaucoup de bons commentaires sur le dernier hors-série, entre autres, qui était sur les soins ou la protection qu'on peut donner à notre véhicule, autant à l'intérieur qu'à l'extérieur avec Impact Protection. Si vous n'avez pas écouté ça, ça vaut la peine de mieux comprendre toutes les protections disponibles pour nos véhicules électriques pour bien protéger nos investissements. Donc, un petit rappel aussi sur le dernier épisode officiel avec Martin Cloutier du duo Dominique et Martin. Ça aussi, j'ai eu beaucoup de bons commentaires. Je pense que vous avez apprécié la franchise, l'honnêteté et puis, mon Dieu, le verbe fort délié de mon ami Martin Cloutier qui nous a expliqué le bonheur qu'il a maintenant de rouler avec une voiture 100% électrique. Donc, plusieurs personnes, tout comme lui, font le tournant et ne le regrettent pas. Je veux aussi en profiter pour saluer Antoine Elnormand qui nous a écrit sur la page de silenceonroule.com. Merci beaucoup. Merci de votre écoute, des commentaires. C'est toujours apprécié. Vous pouvez m'écrire, évidemment, sur la page silenceonroule.com, sur notre page Facebook également, Silence on roule le podcast. Vous pouvez aussi écrire à martin@silenceonroule.com. Je prends généralement le temps de répondre à tous ceux qui m'écrivent. J'ai pas là une quantité de courriels comme les grandes vedettes qui fait en sorte que je peux pas me permettre de répondre à tout le monde. Je peux encore vous répondre, donc il n'y a pas de problème. Écrivez-moi et ça va me faire plaisir de vous répondre. Un bel épisode aujourd'hui, plein de choses intéressantes, des actualités. On va parler avec Stéphane Loubert du circuit électrique et on va faire le tour de la nouvelle application qui a été lancée il y a de ça maintenant 2 semaines, un peu plus de 2 semaines. On a aussi des belles chroniques à écouter. Donc, on ne perdra pas trop de temps. Je vous propose d'aller tout de suite écouter les actualités dans le monde de l'électromobilité. L'actualité dans le monde des VE. Les véhicules à combustion interne fabriqués par Hyundai Kia représentaient 8,9 % du marché mondial au premier trimestre 2020. Mais pour la même période, les ventes de ces véhicules électriques représentaient 9,9 % du marché mondial. En d'autres termes, Hyundai pourrait être le premier constructeur traditionnel désormais plus compétitif sur le marché des véhicules électriques qu'avec ses voitures à essence et diesel. Le journal Business Korea a indiqué qu'au premier trimestre de 2020, Hyundai et Kia avaient vendu 28 796 véhicules électriques, obtenant ainsi une part de 9,9 %. L'effet combiné de la pandémie de la COVID-19 et les normes strictes européennes concernant les émissions de CO2 en Europe ont certainement influencé négativement un marché automobile global, mais n'ont pas ou moins affecté les ventes de VE du constructeur.
Plus tôt cette année, le Salon de l'Auto de New York 2020 en avril devait être une véritable vitrine pour les véhicules électriques locaux, y compris les versions de production de deux modèles très attendus fabriqués aux États-Unis, soit le pick-up Lordstown Motors Endurance et la berline Lucid Air. La saison a malheureusement été annulée en raison de la crise de coronavirus et aucun de ces deux modèles n'a encore été révélé dans son intégralité. Mais hier, Lordstown Motors a fixé une date pour le début de la production de son camion électrique Endurance, la semaine du 22 juin 2020. Le calendrier de production a été annoncé dans un communiqué du PDG Steve Burns qui a déclaré qu'il serait dévoilé lors d'une réunion de l'entreprise et filmé pour être publié plus tard ce mois-ci. Le fournisseur chinois de Tesla a mis au point une batterie qui a une durée de vie potentielle de 16 ans et qui pourra être réutilisée dans un deuxième véhicule. Le plus grand fabricant mondial de batteries pour véhicules électriques a fait une percée avec un bloc d'alimentation qui peut durer plus de 1,6 million de kilomètres et a le potentiel d'être réutilisé. La société chinoise Contemporary Amperex Technology, qui fournit Tesla et Volkswagen AG, a créé une batterie qui a une durée de vie d'environ 16 ans et une capacité pour fournir de l'énergie nécessaire pour rouler tout près de 2 millions de kilomètres, ce qui permettrait de traverser les États-Unis d'un océan à l'autre à plus de 400 reprises, dis-je. Actuellement, la durée de vie moyenne d'une batterie de VE est d'environ 330 000 km selon Consumer Reports. Dans une entrevue accordée à Bloomberg Nef, le président de CATL, Zheng Yongken, a déclaré que si un manufacturier souhaite passer une commande, nous sommes prêts à produire, mais il n'a pas précisé si des commandes ont déjà été signées pour le nouveau bloc batterie. Une entreprise québécoise, AdEnergie, a remporté le plus récent appel de proposition pour la fourniture de bornes de 100 kW menée par le Circuit électrique, une initiative d'Hydro-Québec. Hydro-Québec et AdEnergie signeront une entente d'une durée initiale de 2 ans pour un minimum d'une centaine de bornes. Celles-ci seront déployées afin de poursuivre le développement accéléré du réseau de bornes de recharge rapide à la suite de l'annonce en janvier 2019 du déploiement de 1600 bornes rapides sur 10 ans. Le circuit électrique commencera dans les prochaines semaines à offrir ses nouvelles bornes de 100 kW afin de répondre aux besoins des électromobilistes et à l'arrivée sur le marché d'un nombre croissant de modèles de véhicules électriques pouvant accepter une puissance de recharge supérieure à 50 kW. Vous vous souvenez quand Lotus a révélé cette superbe Lotus Evija tout électrique en juillet 2019? Il semble que la réponse ait été si fantastique qu'ils ont décidé de se concentrer sur les tout électriques. S'adressant à l'Auto Express au Royaume-Uni, le PDG de Lotus, Phil Popham, a déclaré qu'ils allaient oublier la technologie hybride et passer directement au tout électrique. Nous croyons à l'avenir des véhicules tout électriques et notre intention est de développer et de mettre à l'avenir sur le marché des véhicules tout électriques. Le mode tout électrique est vraiment bien adapté aux voitures de sport, que ce soit pour les caractéristiques de couple, de répartition du poids, de conception de flexibilité. Pour moi, tout cela confirme que le monde est tout électrique et la technologie ultime pour les voitures sport est celle des voitures électriques. Ça fait beaucoup de mots électriques dans une même phrase pour le PDG de Lotus, M. Phil Popham. Les véhicules électriques ont connu une année record en 2019 avec des ventes mondiales dépassant les 2 millions, mais ils ne représentent encore qu'environ 1% des voitures sur les routes dans le monde, selon un rapport de l'Agence internationale de l'énergie publié plus tôt cette semaine. La Chine a compté à elle seule près de 47% des ventes mondiales des véhicules électriques légers en 2019. Plus de 3,3 millions de véhicules électriques légers circulaient dans ce pays à la fin de 2019. 8 autres pays disposent d'un parc de plus de 100 000 véhicules électriques en circulation par ordre d'importance: les États-Unis, la Norvège, le Japon, le Royaume-Uni, l'Allemagne, la France, les Pays-Bas et finalement le Canada, où le Québec a plus de la moitié des véhicules électriques du pays. Ford et son partenaire Electrify America ont annoncé qu'ils fourniraient 250 kWh de puissance gratuite aux nouveaux propriétaires de la Mustang Mach-E. L'offre équivaut à 3 ou 5 recharges selon le type de batterie. Ford a également annoncé que sa boîte de recharge murale, qui se vend 799 $ américains, sera désormais disponible auprès des concessionnaires. Ford continue de susciter l'enthousiasme à propos de la prochaine Mustang Mach-E, une toute électrique qui devrait être mise en vente plus tard cette année. Désormais, la compagnie offrira aux nouveaux propriétaires du VE un crédit de 250 kWh de recharge via les stations d'Electrify America en utilisant le service Ford Pass. Et si l'on compare aux 1000 kWh de recharge gratuit 12
Audi pour la e-tron, l'offre de Ford n'impressionne pas vraiment. Mais c'est quand même un bonus pour ceux qui envisageaient déjà d'acheter leur prochain véhicule électrique de Ford. Une autre nouvelle regardant Tesla, l'EPA a officiellement confirmé que tous les véhicules nord-américains de la Model S Long Range Plus auront une autonomie de 646 km, a annoncé Tesla dans un message publié lundi après-midi. La société affirme que l'autonomie de 646 km de ces nouveaux modèles s'applique également à compter de février dernier, quand elle a commencé à construire des versions Long Range Plus du modèle S. En janvier, lorsque le modèle S a été officiellement évalué à 600 km, Musk avait laissé entendre qu'une cote EPA de 646 km pour les gros fast track pourrait être réaliste. Après la sortie de la version Long Range Plus de la modèle S en février, l'autonomie du modèle a été actualisée à 629 km. Ensuite, la situation s'est compliquée. Musk a affirmé que l'EPA avait bâclé les tests du modèle S en laissant accidentellement la porte de la voiture ouverte et les clés dans la voiture de la prise de contact, ce qui a fait perdre à la voiture 2% de son autonomie pendant la nuit. L'EPA a refuté cette affirmation et a affirmé que le dernier résultat de 629 km était exact. L'EPA a confirmé mardi à Green Car Reports qu'elle avait approuvé une autonomie de 646 km pour la mise à jour de la Long Range Plus, mais elle a souligné que cette version était différente de celle qui avait atteint 629 km plus tôt cette année. Chronique Innové avec Philippe Calvé. Bonjour à tous, mon nom est Philippe Calvé et je débute aujourd'hui une nouvelle chronique intitulée Innové, traitant d'innovation technologique en lien avec l'électrification des transports et de leur intégration dans le monde des technologies propres. Même si les véhicules électriques sont déjà porteurs d'avenir, je souhaite rejoindre ceux qui le vivent déjà au quotidien pour les faire rêver à ce qui sera possible demain. Avec la réouverture des campings le 1er juin dernier, j'ai eu envie de vous parler de roulottes électriques. Les roulottes n'ont pas vraiment changé depuis les dernières années. Le design visuel et les modèles se sont améliorés au niveau des équipements, mais il reste toujours qu'on a besoin d'une voiture relativement puissante pour l'attirer. Peut-on faire autrement? Mais pourquoi vouloir électrifier une roulotte? C'est quoi les avantages? C'est ce que je veux vous parler aujourd'hui. Imaginez un instant que vous ayez une roulotte avec une batterie raisonnable, 2 roues motrices indépendantes, donc capable de se mouvoir elle-même avec sa propre énergie. Imaginez que la roulotte puisse se coordonner avec le véhicule pour donner une stabilité et une expérience de conduite améliorée. Auriez-vous toujours besoin de vous promener en gros pick-up à l'année pour tirer une roulotte seulement en été? Ou est-ce qu'on pourrait maintenant le faire avec une petite Nissan Leaf? En fait, ce n'est pas de la science-fiction. Le fabricant allemand Detlefs et l'américaine Airstream travaillent actuellement sur cette innovation. L'année dernière, Detlefs a fait bouger l'industrie avec la e-Home Coco, une petite remorque 100% électrique, utilisant une batterie au lithium de 80 kWh, des panneaux solaires sur le toit et un essieu à 2 moteurs au lieu d'un ensemble de remorquage classique. En effet, l'ajout de la puissance motrice électrique réduit les exigences de remorquage et améliore la maniabilité pendant la conduite parce qu'un système électronique empêche l'oscillation de la roulotte, même avec un petit véhicule. Vous êtes encore sceptique? Dans un exemple réel utilisé par Detlefs, si vous avez normalement un remorqué 2000 livres, le e-Home Coco électrifié réduirait ce poids à l'équivalent d'environ 220 livres seulement. Donc, au lieu d'avoir besoin d'un énorme camion pour tirer une remorque, vous pourriez utiliser un petit véhicule, même électrique. Alors que la Tesla Model X est un véhicule tout électrique qui peut remorquer environ 3500 livres, la plupart des autres voitures électriques n'ont tout simplement pas cette capacité. Avec la technologie derrière cette roulotte, ça devient possible. Un autre avantage important, c'est qu'une fois au camping, la roulotte peut être contrôlée à l'aide d'une application pour la garer au bon endroit dans l'emplacement. Un peu comme pour une Tesla avec le Smart Summon, mais version roulotte. Génial, non? Ensuite, on branche la roulotte au terrain sur la prise 240 volts et elle se recharge en même temps que la voiture. En plus, le chauffage, le réfrigérateur et les plaques de cuisson peuvent aussi fonctionner sur la batterie lorsqu'on est sur la route. Vous en voulez plus? Eh bien, de retour à la maison ou durant l'hiver, la roulotte peut servir comme système de stockage d'énergie résidentielle. N'oubliez pas, il y a une batterie de 80 kWh à l'intérieur.
donc aussi bien l'utiliser à l'année. L'interconnexion véhicule-réseau électrique, communément appelée Vehicle-to-Grid ou V2G, sera le sujet d'une prochaine chronique. L'American Airstream, de son côté, travaille sur l'intégration roulotte véhicule afin que les deux entités travaillent ensemble le plus efficacement possible. Par exemple, la remorque ne doit jamais pousser contre le véhicule tracteur si celui-ci est plus léger. Les deux entités doivent donc travailler en harmonie. Il faudra alors une connexion beaucoup plus robuste que la prise à 7 voies normalement utilisée pour alimenter les feux de freinage et les clignotants. D'ailleurs, il existe déjà une norme adoptée par la Society of Automotive Engineers, SAE, pour la communication numérique entre une remorque et un véhicule tracteur. Qui sait, est-ce que ce principe pourrait aussi s'appliquer à toute remorque ouverte, fermée, ou même à bateau, qui pourrait aussi contenir une batterie? Avec la réduction des coûts et la performance de charge-décharge des nouvelles batteries à venir, ça devrait être possible à des prix raisonnables très bientôt. En terminant, je crois que dans une industrie qui consiste à sortir à l'extérieur et à profiter de la nature, je trouve très inspirant de voir des nouveaux produits qui nous permettront enfin d'en profiter pleinement, sans émissions polluantes. J'espère que vous avez apprécié cette chronique et je vous invite à proposer vos idées et donner vos commentaires en les faisant parvenir à l'adresse martin@silenceonroule.com. Sur ce, bon camping et au plaisir de vous retrouver à la prochaine chronique InnoVE. Ici Sébastien Marcotte de JN Auto en Estrie. Vous écoutez Silence, on roule. Alors, je suis présentement en compagnie de M. Stéphane Loubert, qui est conseiller senior spécialiste des technologies au circuit électrique. Bonjour, Stéphane. Bonjour, Martin. Écoute, j'en profite juste pour clarifier les choses. Donc, je connais bien Stéphane, c'est un collègue de travail, on travaille au même endroit. Donc, si vous avez l'impression pendant l'entrevue que notre discussion est familière, c'est possible, on se connaît très bien. Donc, bonjour Stéphane, bienvenue à Silence on roule. On va parler aujourd'hui de la nouvelle application du circuit électrique, nouvelle application qui a été lancée quand exactement? Elle a été lancée la semaine passée, le 1er juin exactement, lundi de la semaine passée. Donc c'était un gros projet. L'application, si vous voulez, j'ai l'habitude de dire que c'est la pointe émergée d'un iceberg, parce que en fait c'est tout un projet là sur lequel on a travaillé pendant 1 an et demi à peu près. Il y a énormément de gens qui ont été impliqués dans ce projet-là. D'ailleurs, je tiens à leur rendre hommage. On a des hommes et des femmes extraordinaires chez Hydro-Québec bien sûr, mais également chez nos fournisseurs, notamment la firme Axo. Alors, l'application, effectivement, c'est ce que les gens, les électromobilistes voient, mais derrière, c'est tout le système d'information qui soutient le circuit électrique qu'on a totalement redesigné au complet. Tout à fait. Donc, ce que les gens voient dans l'application, l'interface usagée et les fonctionnalités qu'ils voient dans l'application, c'est super bien, mais en dessous de ça, il y a une grosse machine, il y a toute une gestion, la gestion des bornes, de leur état de service, de la gestion des transactions que les gens font avec les bornes. Donc, il y a énormément de données qui sont transigées que les gens ne voient pas. Donc, je trouve ton analogie de la pointe de l'iceberg très, très bonne. Écoute, Stéphane, l'application est nouvelle, a plein de nouvelles fonctionnalités. De quelle façon elle se démarque des autres applications qu'on est habitué de voir ou de l'ancienne application qu'on avait du circuit électrique? Bon, c'est sûr que le changement est majeur. Le changement est majeur. Ceux qui ont pu naviguer dedans s'en sont rapidement rendus compte. Je dirais que je peux définir quelques gros points, gros faits là, marquants par rapport à l'ancienne version et par rapport même à ce qui se fait sur le marché. Tout d'abord, c'est une application qui ce qui crève les yeux, c'est vraiment l'interface graphique. Le nouveau look, si vous voulez. C'est beaucoup plus intuitif, beaucoup plus fluide, beaucoup plus rapide. On tente là d'exploiter toutes les dernières technologies des téléphones intelligents là, en termes de navigation. Donc, on a fait travailler évidemment des gens, des experts en termes de programmation,
mais également des spécialistes de l'expérience client et du design graphique. Donc ça, c'est vraiment ce qui saute aux yeux. Là, c'est l'effet waouh. Elle est vraiment très, très sympa. On clique, on fait venir des fenêtres en glissant le doigt du haut vers le bas, etc. Enfin, tout ce qu'on a l'habitude de faire avec les applications modernes. Qui n'était pas présent dans l'ancienne version. Donc, au niveau de l'expérience usagée, c'est vraiment rehaussé de façon majeure. Oui, tout à fait. Hein. On est plus là dans les applications des années 2020 à 2030, là, plus que 2010 et avant. Donc ça c'est la première, effectivement, grosse nouveauté. Un des points aussi qu'on remarquera assez facilement, c'est la personnalisation de l'application. Hein, on veut que l'électromobiliste se reconnaisse dans cette application-là. Hein, qui vivent une expérience de navigation qui est adaptée à sa condition, ses besoins, ses véhicules, etc. Donc, je parle de véhicules, là, on peut prendre cet exemple-là. Effectivement, on tient à jour une base de données de tous les modèles de véhicules qui sont disponibles au Québec, et ça va jusqu'à la couleur. Et on invite l'usager à aller définir son véhicule, le modèle, l'année et la couleur de ce véhicule. Et cette petite image de véhicule va l'accompagner dans son expérience de navigation. Donc, l'utilisateur va être va s'identifier à l'application. Et si on a plus d'un véhicule, Stéphane, on peut définir plus d'un véhicule dans l'application? Exactement. Et quand on chargera avec l'application, si on a 2 véhicules, on déterminera avec lequel véhicule on veut se charger. Ça personnalise un petit peu l'application et l'expérience. Super. Il y a d'autres personnalisations comme le fait de pouvoir créditer automatiquement le compte afin de ne pas avoir la surprise là de devoir manuellement rajouter une carte de crédit. Ça, c'est une fonction sympa. L'autre point qui est évident, c'est la rapidité. La rapidité, je parlais de fluidité, mais je parle maintenant également de la façon de démarrer une recharge. On n'a pas besoin de rentrer dans le détail de la borne. On est sur le site, on voit que la borne est libre. Paf, on clique sur démarrer et la recharge est partie. On n'a plus qu'à connecter le véhicule et ainsi on essaie de gagner un maximum de temps. Stéphane, j'ai remarqué à l'utiliser, évidemment, là, j'ai fait partie de ceux qui ont pu l'utiliser rapidement, avant même le lancement. Une fonctionnalité nouvelle pour moi qui est hyper importante et super intéressante, c'est toute la gestion des alertes. Donc, on peut se faire aviser lorsque le véhicule est chargé à un pourcentage donné, par exemple 60 70 ou encore lorsque ça fait X nombre de minutes qu'on est en recharge, avertis-moi après 30 minutes, 45 minutes. Et ces alertes-là sont complètement paramétrables. Ça aussi, c'est une belle nouveauté. Effectivement, puis même en termes de type de notification, on a introduit la notification par l'application, même le téléphone, on appelle ça le push communément. Mais en plus du SMS ou du courriel, on va favoriser le push. Attention, petite mise en garde, quand l'utilisateur sélectionne ses notifications push donc et SMS, on va pas lui envoyer à la fois des SMS et des push, on va juste lui envoyer des push sur l'écran. Donc ça, c'est sympa. Et effectivement, on peut maintenant se faire notifier sur un pourcentage personnalisé de remplissage de batterie, là, le fameux SOC dont tu parlais. On parle ici, bien sûr, des voitures toutes électriques sur les bornes rapides, mais on peut vouloir se faire notifier à, par exemple, 65% plutôt qu'à 80%. Et également, comme tu le disais, en fonction du temps. Je veux me faire notifier au bout de 5 heures sur une borne de niveau 2. Des choses comme ça. Puis bien sûr, très prochainement, on va pouvoir également se faire notifier quand le véhicule est plein sur une borne de niveau 2. Ça sent bien. Une autre notification aussi qui sera très appréciée, je pense, c'est sur une borne qui se libère. J'arrive à une borne, elle est occupée, la personne n'est pas dans son véhicule, il est peut-être en train de se restaurer dans le coin. Donc je veux me faire notifier quand la borne sera libre pour que moi aussi je puisse ensuite aller me brancher à cette borne. Oui, ça c'est vraiment une belle nouveauté. On voit aussi, et puis j'en profite pour le dire, on voit quand on choisit une borne
les statistiques, les achalandages de la borne en fonction de la journée et de l'heure. Donc, si on arrive, on veut se déplacer un mardi en direction d'une borne en question et on sait qu'on va être là vers midi, bien, on peut voir que la courbe d'achalandage de la borne, j'imagine que c'est des données en temps réel qui bougent en fonction de la réalité, là. C'est des données un peu historiques sur les dernières semaines, mais effectivement, c'est une donnée très intéressante et très intelligente qu'on va utiliser dans le planificateur de trajet. Puis peut-être ça me donne l'occasion maintenant de vous parler de cette fonctionnalité. Oui, bien sûr, parce que c'est une belle nouveauté, ça. Ouais, effectivement, ça c'est la grosse, le gros wow de l'application là, c'est ce fameux planificateur de trajet. D'abord, peut-être que vous n'avez pas, vous ne vous en êtes pas rendu compte, pardon. Comment y accéder? Il suffit de cliquer sur le logo de volant qui se situe à droite de la barre de recherche. Mais on peut également y accéder quand on clique sur itinéraire, quand on veut se rendre à une destination. Là, il propose l'itinéraire avec les applications classiques Google Maps, Apple Maps, même Waze d'ailleurs, c'est nouveau ça. Mais également maintenant donc le planificateur de trajet. Donc le planificateur de trajet est destiné bien sûr aux propriétaires de véhicules tout électriques. Hein, pour l'instant, alors peut-être que plus tard on offrira l'option pour des bornes de niveau 2, mais évidemment le plus gros enjeu c'est pour des véhicules tout électriques qui cherchent à se recharger sur des distances assez grandes. Donc l'électromobiliste va vouloir planifier son trajet et le planificateur va lui proposer une liste d'arrêts recharge, si vous voulez, sur des sites de bornes rapides pour se rendre donc d'un point A à un point B le plus rapidement possible, sans crainte de tomber en panne de batterie. Okay. Stéphane, les gens sont peut-être, s'ils ont déjà une voiture électrique, habitués de voir des outils qui permettent de voir les bornes sur un trajet, PlugShare, A Better Route Planner, il y a plein d'applications qui montrent ça, mais dans le cas du planificateur de trajet intelligent, de la nouvelle application, on tient compte d'un paquet de données pour optimiser ce déplacement-là. Peux-tu nous parler de quoi tient compte le planificateur pour planifier les trajets? Bien sûr. Alors, à la base, je parlais de personnalisation tout à l'heure. Forcément, on va prendre en compte le véhicule. Ça, c'est la donnée de base. Le véhicule a ses spécificités, chacun a ses paramètres d'autonomie, d'aérodynamisme, etc. Donc, une fois que l'utilisateur a sélectionné son véhicule, on va lui demander son niveau de batterie au départ. Le SOC, encore une fois, c'est très important. Bon, s'il a la chance de pouvoir se charger chez lui, il y a des chances que ce SOC soit à 100%, mais peut-être que malheureusement, il devra partir à 60%. Et ça a une influence évidemment sur les arrêts qu'on va lui proposer. Donc, le SOC de départ est également à l'arrivée. Parce qu'à l'arrivée, peut-être qu'il est OK d'arriver à son point de destination à 20%, mais peut-être qu'il va vouloir arriver à 80% parce qu'il a un autre trajet 2 heures plus tard. Donc ça, c'est le premier paramètre. Ensuite, évidemment, on va prendre en considération des éléments de manière automatique. Alors, les deux évidents, c'est d'abord la topographie du terrain. Évidemment, on le sait, rouler dans Charlevoix, c'est pas la même affaire que de rouler sur une route plate, comme entre Québec et Montréal, par exemple. Donc, selon les dénivellations du terrain, on va prendre en compte une surconsommation, bien sûr, de l'auto. Et on va également prendre en compte des conditions météo au moment de calculer l'itinéraire. Donc Stéphane, en temps réel, quand je dis à l'application, je pars de Montréal, puis je m'en vais à Gaspé, par exemple, l'application va tenir compte de la météo qui fait actuellement en fonction de mon déplacement pour ajuster ses prévisions. Alors, en fait, dans un premier temps, ce n'est pas en temps réel encore. Je rappelle d'ailleurs, j'en profite là pour rappeler que la version du planificateur, c'est une version bêta à l'heure où on se parle. On a énormément d'améliorations prévues, puis je vais vous en citer quelques-unes un peu plus tard si vous le permettez. Mais de base, on prend les conditions météo au moment du calcul de l'itinéraire. D'accord ? Donc, généralement, vous calculez l'itinéraire avant de partir. Puis on sait bien effectivement qu'à 20-25 degrés,
chaussée sèche, vente d'eau, c'est beaucoup plus optimal qu'à moins 20 ou à plus 35. Donc, on va adapter le calcul en fonction des paramètres météo. Puis quand je parle de paramètres météo, c'est la température de l'air, mais c'est également les précipitations, la force du vent et la direction du vent. Wow! Ça je pense pas qu'il y a beaucoup d'applications qui font ça à date, là. Non, je pense pas. Et ce qui est remarquable, c'est que c'est fait de façon complètement automatique et transparente. L'utilisateur, normalement, n'a même pas à modifier ces paramètres météo-là. Hein. On les prend sur des bases de données ouvertes de météo. Ceci dit, on permet également à l'utilisateur de pouvoir modifier certaines de ces données-là. Par exemple, la chaussée, il peut décider qu'elle est humide. Il peut décider également qu'il fait face à un fort vent de face. Mais, encore une fois, par défaut, normalement, il ne devrait pas avoir à toucher à ces paramètres-là. Un autre paramètre également sur lequel il peut jouer, c'est le surpoids. Hein, voyager à une personne ou voyager à 4 avec des bagages, etc., ça a une influence. Donc là aussi, dans les options de paramètres, il peut spécifier le surpoids de ces véhicules. Idem pour les pneus. Par défaut, on va prendre les pneus selon la saison, mais il se peut que certaines personnes, par exemple, tardent ou même roulent toute l'année en pneus d'hiver. Donc l'utilisateur va pouvoir spécifier pneus d'hiver, même si on est en été. Et évidemment, là, le facteur qui influe le plus sur la consommation, après la météo, c'est le chauffage ou la climatisation. Donc l'usager, il va pouvoir spécifier soit pas de chauffage, soit un chauffage moyen, soit un chauffage ou une climatisation forte. D'accord. Outre les facteurs météo dont on a beaucoup parlé, tout à l'heure, tu as expliqué que les statistiques d'achalandage des bornes sont également tenues en compte dans la planification. De quelle façon ça va entrer en jeu ici? Oui, en effet. Donc, le planificateur va utiliser un itinéraire précis avec des sites de recharge et des temps de recharge estimés à chaque visite. Mais, comme tu le dis, le calcul va être extrêmement intelligent et il va prendre en compte évidemment les statuts des bornes au moment où on fait le calcul et il orientera toujours l'électromobiliste vers les bornes qui ont le moins de chances d'être occupées lorsqu'il y arrive. Donc, effectivement, on peut le voir quand on détaille avec précision les arrêts qu'ils nous proposent. Il y a un petit graphique d'achalandage en bas de chaque site. Et le 100%, là, quand le graphique est à son maximum, ça veut dire qu'à cette heure-là, par exemple, entre midi et 13h, le site a 100% de chance d'être occupé. Évidemment, ça reste théorique et jamais le planificateur vous orientera vers une borne qui a 100% de chance d'être occupée. Au contraire, il va être intelligent, il va vous proposer peut-être un tout petit détour, peut-être par exemple de traverser l'autoroute pour aller à un site qui est beaucoup moins achalandé ou de privilégier la borne 10 km plus loin ou un petit détour de 3-4 km, etc. Mais effectivement, ce comportement-là de chacune des bornes qu'on connaît, parce que c'est nous qui l'exploitons, le réseau, donc on connaît le pédigré, on connaît le comportement de chacun des sites et de chacune des bornes, et c'est ce qui nous permet de faire des analyses prédictives et d'orienter l'électromobiliste vers des bornes moins occupées. On est vraiment dans une approche d'intelligence artificielle et je connais un peu là, la façon dont l'outil a été développé, puis c'est vraiment basé sur une approche d'intelligence artificielle, ce qui fait qu'avec le temps, j'imagine que, et tu en as parlé un peu Stéphane tout à l'heure, tous ces trucs-là dont tu parles vont graduellement s'améliorer. Plus on va l'utiliser, plus les données vont entrer, plus l'application par des modèles d'intelligence artificielle va tendre à réduire l'écart entre la prédiction initiale et le résultat final, j'imagine. Oui, alors attention quand même au terme intelligence artificielle. Je parlerai plus de machine learning, d'apprentissage machine ou de big data, des métadonnées qu'on exploite. Effectivement, il y a on a accès à maintenant des puissances de calcul de façon très simple. L'intelligence artificielle peut-être viendra s'intégrer un peu plus tard dans le temps
où là, on intégrera encore des paramètres beaucoup plus complexes. Et il y en a énormément. Et il y a vous savez, on a un réseau qui on a plus de 2500 bornes, mais tous les mois, il y a des nouvelles bornes qui viennent se greffer. Donc, il faut prendre en compte l'implantation des nouvelles bornes. Il y a énormément là de choses à rajouter dans les prochaines années. Ouais. Et l'intelligence artificielle viendra nous aider effectivement à améliorer encore la prédictivité là d'achalandage pour ce planificateur de trajet-là. Mais vraiment les mots clés là pour le planificateur de trajet, c'est que il est à la base très simple mais très puissant en même temps. Ça, Ouais. c'est vraiment les deux critères qu'il faut garder en tête. Parce qu'il y en a d'autres sur le marché, on en voit, des planificateurs de trajet, mais bien souvent, c'est fait par des gens très techniques, pour des gens très techniques. Le nôtre, il est extrêmement simple, mais derrière, il y a une puissance déjà très intéressante et évolutive. Comme je le dis, là, on n'a pas fini de vous surprendre là, avec l'intégration des belles choses qui s'en viennent. d'énormément de- Ouais. Écoute, Exactement. Stéphane, le temps file, mais j'ai encore plein de questions à te poser. Rapidement, dans les nouveautés, on a également le fait que lorsqu'on choisit un trajet ou qu'on demande à l'application de nous guider vers une borne ou sur un trajet donné, on a le choix à ce que l'application transfère notre trajet soit dans Waze, Apple Maps ou Google Maps. Donc, on a le choix de l'outil de navigation par la suite. Oui, tout à fait. Effectivement, Waze est une nouveauté intéressante. Alors, j'imagine que tu vas me poser la question d'intégration avec Apple CarPlay ou Android Auto. Ouais, ça va venir, oui. On peut en parler maintenant si tu veux. Bah oui, parce que clairement, c'est vrai que c'est une demande qu'on retrouve énormément. Hein. Puis, je voulais vous le dire aussi ici, là, on veut être à l'écoute de nos membres, des électromobilistes, de la communauté. On reçoit beaucoup de commentaires, on essaie de les prendre le plus possible en considération. Alors, ceci dit, pour Apple CarPlay et Android Auto, c'est clair que c'est en haut de la liste des priorités. Si on pouvait le faire, si on avait pu le faire déjà, ce serait déjà mis en place. Il y a juste un bémol, c'est que avec ça, là, on est pas mal tributaire, pas mal dépendant de la bonne volonté de nos amis d'Apple et de Google. Hein, c'est un peu les maîtres du monde là dans leur domaine. Donc si ça leur tente de refuser cette fonction, ils peuvent le faire à tout moment, puis ils n'ont aucun compte à rendre à personne. Alors, je dis pas que c'est pas faisable. Je vous dis juste qu'on fait du lobbying auprès de ces compagnies. On espère avoir des bonnes nouvelles à vous annoncer dans les prochaines semaines. Donc pour l'instant, croisons les doigts, mais restez à l'écoute. Excellent. Une autre fonctionnalité, Stéphane, très appréciée, c'est que lorsqu'on est soit dans l'application, dans la page qui présente un site où il y a plusieurs bornes, ou encore dans la page d'une borne en particulier, dans un cas comme dans l'autre, on a un bouton pour nous permettre de remonter une problématique qu'on vivrait avec le site ou la borne directement aux gens du circuit électrique. Donc, parfois, il y a 4 bornes, on se branche sur une, elle nous donne des messages d'erreur, on se branche sur la deuxième, donc notre problème de recharge est terminé, puis on n'avait pas nécessairement le réflexe d'appeler au circuit électrique, au service à la clientèle pour dire, la borne numéro 1 que j'ai essayée ne fonctionne pas. Là, on pourrait juste cliquer sur un bouton et décrire la problématique et ça va être envoyé automatiquement à l'équipe. Exact. C'est en effet une fonctionnalité intéressante. Et qui souligne une fois de plus notre volonté là, de nous rapprocher des électromobilistes, de la communauté. On veut vous écouter et on veut prendre en compte tout ce que vous nous dites. On a plus de 2500 bornes publiques sous gestion, donc on ne peut pas être derrière chacune d'elles. Donc vous arrivez à une borne, vous constatez un problème, un pistolet arraché, ou alors elle est inaccessible parce que c'est dans une zone de travaux, etc. Vous avez juste à effectivement peser sur rapporter un problème. Et croyez-moi, dans les 2 heures, on va les prendre en considération. Et si on doit mettre la borne hors service, on la mettra hors service. Donc il faut ainsi qu'on aide la communauté à avoir la meilleure expérience possible sur le réseau de recharge du circuit électrique. Oui, bien sûr, au nombre de bornes et celle-ci réparties partout à la grandeur de la province et même
à l'extérieur de la province, c'est difficile d'avoir des yeux partout, mais nos utilisateurs peuvent être nos yeux et nous rapporter rapidement des problématiques qui parfois se règlent assez rapidement dans la mesure où on en est saisi. Souvent, le problème, quand on en entend parler, ça fait un bout de temps qu'il est là, puis personne ne nous l'avait dit avant, donc ça aide à être un peu plus réactif. J'ai envie que l'on termine nos discussions en parlant peut-être de certaines nouveautés. On a parlé tantôt de CarPlay et Android, mais d'autres nouveautés possibles, de trucs qui sont souvent demandés. Une qui est la possibilité de communiquer entre électromobilistes, donc être capable de dire à quelqu'un qui serait à une borne, par exemple, et qui est en recharge, t'en as pour combien de temps? Ou des choses. Est-ce que c'est quelque chose qui est regardé ou non? Oui, effectivement, la communication anonyme avec des messages prédéfinis, c'est dans les plans. Par exemple, vous arrivez à une borne, elle est occupée, vous signalez à la personne que quelqu'un attend à cette borne. Peut-être qu'il fera l'effort là d'accélérer puis de libérer la place. On a beaucoup de choses dans les cartons. On peut parler en vrac du mode sombre de l'application, les notifications améliorées, le support du NFC également, ça c'est très demandé. Là, on parle puis être capable de payer avec Apple Pay, par exemple, puis Android Pay. Exact. OK. Un dernier truc, les gens qui font des déplacements et qui soit sortent du Québec un peu ou encore utilisent des trajets dans lesquels il y a d'autres réseaux, est-ce qu'il est prévu d'intégrer les BRCC d'autres réseaux dans l'application? Ça, c'est une question qui revient souvent. Oui, tout à fait, bien sûr. Bien sûr, un maximum. Aujourd'hui, on est déjà interopérable avec Flow et le réseau eCharge au Nouveau-Brunswick. Il y a d'autres choses qui s'en viendront dans les prochains mois. Restez à l'écoute là-dessus. Et bien sûr, le planificateur de trajet tiendra compte de ces réseaux partenaires très rapidement. Ben écoute, je pense qu'on a fait un beau tour d'horizon de cette nouvelle application, Stéphane. Je conclurai en disant que les gens ont compris que c'est pas juste quelques améliorations cosmétiques sur l'ancienne application. C'est une nouvelle application, donc complètement reconstruite de A à Z et qui va donner beaucoup plus de flexibilité et de vélocité dans l'ajustement et l'ajout de nouvelles fonctionnalités en fonction de technologies qui pourraient arriver ou encore de demandes fréquentes de nos membres. Donc, c'est au-delà de ce qu'on voit de beau maintenant, il y a aussi tout ce que ça va permettre dans le futur qu'il faut retenir et je pense que c'est le point important. Ça, effectivement, c'est très important de retenir que l'application, elle va évoluer très rapidement. C'est pas une ou deux mises à jour par année qu'on va faire. Là. Non, il y en a déjà eu 2. Il y en a déjà eu 2, puis il y en a d'autres qui s'en viennent très vite. On ne va pas arrêter de vous surprendre. Excellent. Donc, Stéphane Loubert, qui est conseiller senior spécialiste des technologies au circuit électrique. Merci beaucoup pour votre présence aujourd'hui, mon cher ami. Ça fait plaisir, Martin. Merci. Bye. C'est vrai que ça brise moins, mais il y a quand même un minimum d'entretien à faire sur nos voitures électriques. Quand est venu le temps de faire l'entretien de mon véhicule, j'ai choisi de faire confiance à l'équipe d'Arleco plutôt que le concessionnaire. Ça fait maintenant 3 générations que cette entreprise familiale chouchoute nos voitures et ils ont été parmi les premiers à s'engager activement dans l'électrification des transports tout en adoptant des procédures et des produits sains pour l'environnement. Avec ses techniciens spécialement formés à l'entretien et réparation des voitures hybrides et électriques, Arleco nous offre aujourd'hui la même qualité de service sur nos VE qu'elle a toujours livré depuis bientôt 40 ans. De plus, chez Arleco, j'obtiens 10 % de rabais sur la main-d'œuvre et les traitements anti-rouille avec ma carte membre hors de l'AVEC. Arleco Génération 3, 8470 Boulevard Parkway à Anjou. 514-352-1446 ou arleco.ca. Arleco, servir au-delà de la réparation. Les réflexions branchées,
de Claude Gauthier. Alors bonjour tout le monde et bienvenue à la nouvelle chronique des pensées songées de Claude Gauthier. Cette semaine, une ode aux gens patients, aux gens qui, malgré des fois, vont avoir à discuter de façon virtuelle ou en personne avec quelqu'un qui est campé dans ses positions, puis que t'as beau lui expliquer n'importe quoi, malheureusement, il n'y a rien à faire. Donc, vous aurez compris que moi, j'ai pas ce talent-là, malgré que je suis enseignant. Et c'est peut-être pour ça aussi, parce que quand j'arrive avec des choses que j'explique le fonctionnement ou une procédure, n'importe quoi, j'ai bien de la misère avec des fois des élèves qui vont essayer de tout faire pour dérouter mon plan. Donc, je prends par exemple aussi, il y a une conversation sur la page Facebook d'Équiterre et c'est toujours surprenant de voir qu'il y a des gens qui peuvent prendre le temps de rejoindre un groupe ou encore une page pour aller dire aux gens de la majorité comment ils sont dans le champ et que c'est pas eux autres qui ont raison, que c'est nous. Donc, il y a une conversation sur la page d'Équiterre où on parlait des webinaires sur les voitures électriques et bien sûr, il y a une personne qui a commencé à dire que c'était vraiment pas bon pour l'environnement et bien sûr, avec les fameux reportages qu'on a pu voir concernant les véhicules électriques qui seraient plus polluants qu'un véhicule diesel. Et là, bien moi, dans ce temps-là, je ressors mes graphiques que j'ai amassés au fil du temps et je lui mets ça. Donc là, il me dit que non, ça n'a pas rapport et là, il me cite une étude européenne ou n'importe quoi et là, je lui dis, bon, mais regarde, on n'est pas en Europe. Et même là, j'ai mon fameux tableau là, qui a été fait par Barry Sachs et French qui démontre qu'une auto électrique, même si elle serait à 100%, donc l'électricité serait à 100% produite par une centrale au charbon, reste quand même pas plus polluante qu'une Honda Civic. Et on sait qu'une Honda Civic, c'est quand même pas ce qu'on voit le plus sur les routes, en tout cas pas ici. Et c'est ça, donc cette personne-là me cite cette étude-là, et là, je lui ressors d'autres affaires, et j'ai mon directeur adjoint, Jean-Philippe Archibald, que je salue, qui a une patience extrême et qui commence à réexpliquer les choses, puis dire à la personne, bon, ben, vous avez oublié tel point ou tel point. Et moi, bien souvent, j'abandonne dans ce temps-là parce que je me dis qu'il n'y a rien à faire avec cette personne. Sauf que justement, ma chronique cette semaine est à tous ceux qui vont persévérer, puis qui vont des fois tenter d'expliquer pas à la personne. Puis ça, c'est justement une chose que une fois Jean-Philippe me dit. Il me dit, regarde, moi, quand je pogne du monde qui sont boqués comme ça, je vais continuer parce que c'est plus à eux autres que je m'adresse. Je m'adresse à tous ceux qui vont lire cette discussion-là, puis qui sont un peu comme, tu sais, entre deux, qui savent pas trop, puis qu'à la fin de la discussion, vont être capables de, eux, prendre une décision, puis de dire, bon, ben finalement, c'est le gars qui essaye de pousser les véhicules électriques qui a entièrement raison. Donc, c'était ma chronique cette semaine et je salue tous les gens patients qui peuvent être capables de démontrer qu'on a raison et que le véhicule électrique est une solution très bonne et technologique. Bien sûr, la meilleure solution n'est de ne pas avoir d'auto, sauf que lorsqu'on vit comme moi au pôle Nord, dans la région du Lac-Saint-Jean, je peux vous dire que si le transport en commun, si j'attendais après pour aller travailler à tous les jours, je me serais pas présenté au travail très souvent cette année. Donc, c'était ma chronique de cette semaine et sur ce, à la prochaine. Avec la crise de la COVID qui sévit actuellement, la quasi-totalité des activités de l'AVEC est évidemment suspendue en ce qui a trait aux événements et aux essais routiers. Restez à l'affût, par contre, avec le déconfinement graduel ainsi que des mesures alternatives utilisant les technologies. De nouvelles façons de vous permettre de poser vos questions seront bientôt disponibles et assurément, très bientôt, les événements pourront reprendre. Merci beaucoup de votre compréhension.
Ceci conclut la présente balado-diffusion. Silence on roule remercie tous ses collaborateurs, particulièrement aujourd'hui Philippe Calvé, Claude Gauthier, ainsi que Stéphane Levert. Nous remercions également le garage Arleco, commanditaire principal, et l'Association des véhicules électriques du Québec, partenaire de Silence on roule. La reproduction ou la diffusion de l'émission est permise, mais nous apprécierions en être avisés. Toutes questions concernant l'émission peuvent être adressées à martin@silenceonroule.com. Pour les questions générales regardant l'électromobilité, vous pouvez écrire à info@aveq.ca. Pour vous renseigner et avoir accès à toute la documentation de l'AVEQ, visitez le www.aveq.ca. Vous pouvez également visiter le forum de Silence on roule à forum.silenceonroule.com ou encore notre page Facebook Silence on roule, le podcast. Je vous rappelle que sur notre site web, afin de vous faciliter la tâche, vous avez accès aux archives de nos balados ainsi qu'à des hyperliens vers les sites web mentionnés aujourd'hui, le tout directement à archives.silenceonroule.com. Mon nom est Martin Archambault et d'ici le prochain balado, j'espère que vous attraperez la piqûre et direz vous aussi, silence, on roule.